Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va se pencher sur l'une des contradictions les plus folles de notre époque. Notre planète produit plus de nourriture que jamais, et pourtant, des centaines de millions de personnes souffrent encore de la faim. C'est ça, le paradoxe alimentaire mondial. Et on va essayer de le décortiquer ensemble. Alors voilà notre feuille de route. On va commencer avec un cas d'école, le Brésil. Un géant agricole qui a quand même dû se battre contre la faim chez lui. Ensuite, on verra qu'il y a en fait deux agricultures qui s'y opposent. Après ça, on prendra de la hauteur avec la carte mondiale de la faim. On abordera ensuite le défi colossal qui nous attend, nourrir 10 milliards de personnes. Et on finira par explorer les pistes pour une agriculture du futur. Allez, c'est parti. Première étape donc, le Brésil, un pays qui est un poids lourd de l'agriculture mondiale, mais qui a fait face à un problème interne assez dingue, la faim sur son propre territoire. C'est la question centrale, non? Comment est-ce que c'est possible? La réponse est loin d'être simple, mais elle nous révèle beaucoup de choses sur les rouages de notre système alimentaire global. Pour bien comprendre, il faut savoir que le Brésil n'est pas un petit acteur. C'est une véritable superpuissance agricole. Il fait partie des plus grands exportateurs au monde de café, de sucre, de soja. Bref, c'est un pilier de l'alimentation de la planète entière. Juste avant de continuer, mettons-nous d'accord sur un terme important, la sous-alimentation. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement, c'est le fait de ne pas avoir assez à manger pour être en bonne santé et mener une vie active. Et c'est justement ce fléau que le Brésil a décidé d'attaquer de front. Et regardez ça, le résultat est juste spectaculaire. Comme le montre le graphique, en une seule génération, le Brésil a fait chuter son taux de sous-alimentation de 15% à seulement 2%. Ce succès incroyable y repose en grande partie sur un programme appelé Faim Zéro. Ce programme a mis en place des distributions de nourriture, des aides financières directes, tout pour garantir que les plus pauvres puissent manger. C'est vraiment une réussite remarquable. D'accord, mais alors, comment cette réussite cohabite avec une agriculture qui exporte massivement? Pour le comprendre, il faut s'intéresser à une chose assez surprenante. Au Brésil, il n'y a pas une agriculture, mais bien deux, qui vivent côte à côte. Cette diapositive, elle montre bien le contraste. D'un côté, on a l'agriculture productiviste. Imaginez des champs immenses de soja ou de canne à sucre, à perte de vue, destinés à l'exportation. C'est le moteur économique de l'agro-industrie brésilienne. Et de l'autre côté, on a l'agriculture familiale, qui produit plein de choses différentes, surtout pour nourrir les gens sur place. Et bien sûr, ces deux modèles sont souvent en compétition pour l'accès à la terre et à l'eau. C'est là que se trouve le cœur du paradoxe brésilien. L'histoire du Brésil est pleine d'espoir. Elle prouve que quand il y a une vraie volonté politique, on peut combattre la faim. Mais maintenant, il est temps de dézoomer et de regarder la situation au niveau mondial. Et là, le défi est d'une toute autre ampleur. On se souvient de ce chiffre, 2%, un véritable succès. Mais voici le chiffre qui nous ramène brutalement à la réalité. 700 millions, c'est le nombre de personnes qui ont faim dans le monde. Ça représente près d'une personne sur 10 sur cette planète. Face à ce chiffre, la réussite du Brésil, aussi belle soit-elle, nous montre à quel point le chemin est encore long. Et cette faim, elle ne frappe pas n'importe où. Il y a une vraie fracture géographique. On le voit bien ici. En Europe ou en Amérique du Nord, la sécurité alimentaire est globalement assurée. Par contre, c'est un combat de tous les jours dans beaucoup de régions, en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud. Et comme si la situation actuelle n'était pas assez compliquée, un autre facteur vient tout chambouler. L'augmentation de la population. Aujourd'hui, on est un peu plus de 8 milliards d'humains sur Terre. C'est un chiffre qui donne déjà le vertige et ça fait autant de bouches à nourrir chaque jour. Mais projetons-nous un peu. D'ici 2050, c'est-à-dire demain, on sera presque 10 milliards. La question est donc inévitable et elle est absolument cruciale. Comment va-t-on nourrir 2 milliards de personnes supplémentaires? La réponse technique à ce défi, elle tient en un mot, les rendements. Comme les terres agricoles ne sont pas extensibles à l'infini, la seule solution pour produire plus, c'est d'augmenter la quantité qu'on récolte sur chaque bout de terrain. Voilà l'équation de notre avenir. Plus de gens à nourrir sur une planète qui, elle, ne grandit pas. Augmenter les rendements semble inévitable, mais la vraie question c'est à quel prix? Pour l'environnement? Pour la société? Et tout ça, ça nous amène à notre dernière partie, la recherche d'un modèle agricole qui puisse relever ce double défi, nourrir l'humanité et en même temps préserver notre planète. Parce qu'il faut être lucide, le modèle productiviste qui a permis d'augmenter les rendements, il a un coût environnemental très, très lourd. L'utilisation massive d'engrais chimiques, de pesticides, tout ça pollue l'eau, épuise les sols et met en danger la biodiversité. Ce modèle nous emmène droit dans un mur. Il n'est tout simplement pas durable. Alors, quelles sont les pistes? Il y a deux grandes approches qui se dégagent. D'un côté, l'agriculture durable qui cherche à réduire son impact en utilisant moins de produits chimiques. Et de l'autre, l'agriculture biologique qui, elle, les bannit complètement.
Le problème, et le défi reste entier, c'est que ces pratiques ont souvent des rendements plus faibles que l'agriculture intensive. On se retrouve donc face à la question finale, celle qui résume tout le paradoxe. Face à une population de 10 milliards de personnes, est-ce qu'on est condamné à choisir entre la productivité pour nourrir tout le monde et la durabilité pour préserver notre avenir? C'est sans doute le plus grand défi de notre siècle. Merci d'avoir suivi cette analyse.